Nous voici l'Assemblée en votre présence pour établir des règlements destinés à faire le bien et la prospérité de notre association. Accordez-nous, nous en supplions, Dieu de miséricorde, d'observer dans notre délibération les principes de la charité, de ne désirer que si est conforme à votre volonté, de rechercher le bien avec prudence, de le connaître avec certitude et de l'accomplir parfaitement pour l'honneur et la gloire de votre Saint-Nom, le bonheur de notre association et de ses membres, ainsi soit-il. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est Willie Hull, en 65. Oui. Lorsque nous aurons compris l'immense force de l'unité, alors nous les travailleurs, rien ne pourra nous arrêter. En restant désunis, nous serons toujours exploités, mais ensemble nous vaincrons. Solidarité, mes frères et mes sœurs, solidarité, mes frères et mes sœurs, solidarité, mes frères et mes sœurs, ensemble nous vaincrons. Vous autres, là, à cette époque-là, vous commenciez, vous avez bâti des grandes choses, vous étiez des jeunes militants à l'époque. Et puis, qu'est-ce qui vous a amené à ça? OK? Bon, premièrement, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qui vous a amené à travailler au posto, Marcel? Moi, j'étais soutien de famille. C'était ça qui était mon but, avoir la sécurité d'emploi. Donc, j'avais appliqué à la Ville de Montréal, au provincial. Puis finalement, les postes sont arrivés, puis ils ont dit, on vous offre un poste à Dorval de nuit. Ça m'intéressait pas trop de m'en aller de nuit, mais ça doublait le salaire que je gagnais avant. J'ai accepté. Moi aussi, j'ai travaillé à la Banque canadienne nationale en passant. Ah oui? Et, au bout de 2 ans à la banque, mon père est arrivé à la maison avec un petit avis de concours là, au poste. J'ai regardé le salaire. Le minimum du salaire au poste, c'était le double de mon salaire à la banque. Là, j'ai dit, écoute, mais bon, je ne veux pas aller travailler à la même place que mon père, là, mais le salaire, là, ça commence à être intéressant. Alors j'ai dit, tiens, fini le comptable. Je me suis allé au poste. Moi, j'ai rentré le 16 avril 1956 au poste, à Dorval. C'est en 1959 seulement, 3 ans plus tard, que j'ai appris qu'il y avait une association, que je suis rentré dans l'association, que je suis devenu délégué de Montréal OMF, là, la malle aérienne à Dorval. À cette époque-là, c'était un peu drôle. On n'avait pas d'accréditation. C'était l'Association des employés des postes, on appelait ça comme ça, l'Association des employés des postes, et même le maître de poste, René Boileau, était membre de l'association. Okay. Les surveillants étaient tous membres de l'association. Mais nous autres, on savait, s'il y a une grève, qu'est-ce qu'on fait? Oui. On ne veut pas entendre parler de l'Association du service civil d'Ottawa. On ne veut pas en entendre parler, parce que ça ne sert à rien de s'affilier avec des poussées de crayon, parce qu'il y a une maudite prétention, ces gars-là. Ils sont plus heureux à manger de la merde à 55 piastres par semaine, pourvu qu'il y a une cravate bien serrée, qui s'appelle l'assistant de l'assistant de l'assistant, que de gagner leur vie comme des travailleurs. Moi, j'étais jeune journaliste à cette époque-là. J'ai rarement entendu dans toute ma vie là, un orateur comme William. Mais c'est un syndicat, il faut le dire aussi. Là, prends Marcel, prends Jean-Claude. C'est un syndicat où tu as des orateurs aussi. Mais William, là, c'est vraiment un gars qui pouvait te prendre une salle puis qui l'électrisait. Moi, j'ai rarement vu ça. Alors, 65, ça a mis au monde non seulement notre syndicat, mais ça a également été, en fait, la première grande lutte dans la fonction publique fédérale. Et ça a mis au monde aussi la loi, en fait, le droit de négocier puis le droit de grève dans la fonction publique fédérale. Le droit de négocier s'en venait, mais ça a mis le droit de grève. Ça a mis le droit de grève dedans. C'est des événements majeurs. Des événements majeurs. Et ça a permis aussi, je pense également, comme on regarde le rôle de Louis Laberge, de permettre à FTQ de montrer qu'elle avait une existence et un poids réel à donner aux employés fédéraux. Évidemment, les employés fédéraux, dans le temps, n'avaient pas le droit de faire la grève. Alors, dès qu'ils sortent en grève, c'est une grève illégale. Et moi, j'arrivais à la FTQ et j'ai rencontré, évidemment, mon premier gros dossier, quoi, ou à peu près. Et je trouvais qu'il était tellement correct, ça n'avait pas de sens. À toutes les fois, c'était la même chose. C'était l'arbitraire, il n'y avait jamais rien à l'arbitraire. C'était des salaires de famine, des conditions épouvantables et tout le reste. On a même rencontré le ministre de la Défense nationale du
gouvernement fédéral qui nous a menacé d'envoyer l'armée. Il n'y a pas 65, là, ça faisait déjà 20 ans que la guerre était finie. Et vous vous souvenez de ça, vous, que au poste, la grosse majorité des travailleurs et travailleuses venaient des forces armées. Oui, d'ailleurs, mon père il faisait partie des grévistes en 1965 et c'est aussi un vétéran de la guerre 39-45. Alors, il faisait partie de ceux-là qui avaient effectivement des médailles et qui venaient de rentrer au poste là, tout de suite après la guerre. Et j'avais dit au ministre Benson, on va voir comment vos soldats, là, nouvellement entraînés, vont réagir devant la ligne de piqueteurs avec toutes leurs médailles gagnées en combat. Ah, il était en furie. Ce qui était aussi un gros changement de mentalité avec la grève de 65, c'est qu'après la guerre, les simples soldats étaient embauchés comme employés et les lieutenants étaient embauchés comme boss. OK? Alors, ça avait inculqué au ministère des Postes à l'époque, ben, en fait, au poste à l'époque, là, ça avait inculqué comme une genre de hiérarchie militaire. Absolument. Où les employés avaient une confiance absolue, avaient une grande confiance envers les surveillants parce que c'était leur lieutenant quand ils étaient soldats. Alors, de dire, on va en grève, puis on change ça, puis on change... c'était pour eux autres quand même un grand pas, là, de changer cette mentalité-là. Et tout ça, ça nous a mené au droit de grève pour les employés du gouvernement fédéral qui, jusque-là, n'avaient jamais eu le droit de grève. Et ça, la grève des postes peut pas jouer un rôle primordial. Et c'est toutes ces choses-là qui ont fait qu'au Québec, on s'est vraiment donné un mouvement syndical. En 1967, on a commencé la campagne d'accréditation des temps partiels, puis je suis rentré au syndicat à plein temps le 1er mai 1967. Et là, Willie Hull m'a donné la tâche d'accréditer les temps partiels. Moi, j'étais habillé avec une belle chemise blanche tout le temps, puis un beau veston, le contraire de Willie Hull qui était toujours en manche de chemise, mais j'étais gêné. Puis il me donne à accréditer les temps partiels. Je dis, c'est pas sérieux, Willie. Puis Willie... mais resté dans l'idée. Il posait des questions sur la convention, le contrat. Il voulait savoir qu'est-ce que c'était. Puis la pauvre Mme Desormeaux était aussi nerveuse que moi en avant. Elle dit, moi, Monsieur le Président, j'ai une question. Je n'étais pas président du tout, là, moi. Elle dit, j'ai une question à vous poser sur le contrat de mariage. Et là, ça avait été... Tout le monde s'était esclaffé dans la salle. Mais elle était très nerveuse. Mais toutes ces femmes-là, dans la majorité des cas, on les a emmenées à signer pour notre association, puis c'était en 69. Vous, Mme Lebel, vous êtes rentrée au poste. Qu'est-ce qui vous a amené à rentrer au poste? Je suis rentrée en 62. Dans ce temps-là, les femmes commençaient, pour dire, à sortir de la maison un peu. Et puis, je croyais que... Je me demandais si je faisais une bonne affaire, mais rendu là, je me suis aperçue que je faisais une bonne affaire. Et puis qu'il y avait, par exemple, juste au bout de quelques mois, je me suis aperçue que... Comment ça que nous autres, la femme, on avait bien de la misère? Parce qu'on n'était pas syndiqués. On n'avait pas le même salaire que les hommes à temps partiel. Parce qu'on était à temps partiel. Moi, ce que je trouvais épouvantable, c'est de voir, quand je suis rentré au poste, de voir les surveillants, certains surveillants, pas tous, là, certains surveillants là, se tenir au bout de l'allée, là,
faire asseoir les deux favorites au bout de l'allée. Puis il donnait des jetons aux femmes pour le cabaret de lettres. Et puis ceux qui avaient pas assez de jetons, il y avait une lettre de réprimande. Puis en même temps, l'autre, ou à l'autre bout, qui ne classait rien, qui jasait tout le temps avec le surveillant, elle avait 3-4 jetons de spare. C'était épouvantable. L'arbitraire le plus complet. Oui. Parce que ça n'a pas été facile. Hein? Au début, là, quand tu disais, les femmes, là, ils étaient enceintes, là, ils perdaient leur ancienneté, là, ils étaient mis dehors là, parce qu'ils étaient enceintes. Je trouvais ça triste. Mais quand on a rentré le syndicat, là, ça n'a pas été pareil. Là. Là, les femmes, y ont cru, puis c'était une grosse motivation. Les femmes à temps partiel avaient des augmentations de temps en temps de 3 cents de l'heure. Et là, l'employeur arrive en négociation, bien, c'est un peu wise, il leur dit on vous offre 50 cents de l'heure, puis on vous offre 450 pièces de montant forfaitaire. Là, c'est acheté dans la salle, tout le monde dit oui. J'ai dit non. J'ai dit ça, là, on n'accepte pas ça une première offre. J'ai eu maille à partir un peu, mais tout le monde nous a fait confiance, on a réussi, puis finalement, on est arrivé avec une pièce de l'heure d'augmentation. Comment vous sentiez là-dedans, Mme Lebel, vous, avec les autres femmes temps partiel, quand Marcel il vous disait non, on n'accepte pas ça, là, ça devait être dur? Des femmes, moi, j'avais tellement confiance au syndicat que je me disais non, je disais aux femmes non. Vous allez voir, on va avoir plus. Ben non, tu vas voir, vous êtes tellement contents d'avoir une petite augmentation, on gagnait pas cher, hein? Mais finalement, on a attendu, puis c'est avec ça qu'on a réussi à avoir beaucoup d'augmentation par rapport à une pièce. Comment c'était une pièce et quelque chose de l'heure, hein, qu'on avait. Parce qu'on était une femme, il ne fallait pas avoir le même salaire qu'un homme. C'était terrible. Oui, c'est ça, c'était les temps partiels, c'était un salaire plus petit oui, à l'époque. C'est ça. Moi, je peux te dire, Marcel, je connais du monde, là, puis justement pas, je n'ai entendu parler de plusieurs. Il avait peur d'aller aux assemblées où tu parlais, parce qu'il savait que même s'il était contre ton idée, il sortirait de là convaincu. Ah oui? Il avait peur de se faire convaincre. Entre-temps, là, autant Jean-Claude, moi que Clément, on a participé à des cours qui, à ce moment-là, étaient donnés non pas par la FTQ, mais qui étaient donnés par le CTC. C'était des semaines à Saint-Donat. Ah oui, à cette époque-là, c'était le CTC qui avait la plus forte présence au Québec plus que la FTQ. Oui, hein? Tu sais comment on a réussi à notre premier cours d'éducation syndicale d'une semaine du CTC? Il y avait une résolution à l'Assemblée pour envoyer, disons, je ne me souviens pas du chiffre exact, disons 5 personnes au Câble-Madeleine. Puis on adoptait dans ce temps-là les PRDM à l'Assemblée. Et puis on a passé une résolution, on me souvient, on était ensemble, on avait discuté de ça. On a passé une résolution avec le même montant d'argent qu'au lieu d'en envoyer 5, on en envoyait 3 fois plus. Okay. Puis la résolution passée, évidemment, on avait moins d'argent dans nos poches. Même probablement qu'il fallait aller en chercher dans nos poches. Mais c'est comme ça que j'ai été à mon premier cours d'éducation syndicale. Et puis dans ces cours-là, tu avais des jeunes qui nous donnaient des cours, comme Fernand Daoust. Oui. Fernand Daoust, moi j'ai encore mon livre des chez jeunes, moi. Oui, mais Fernand Daoust, il était jeune. Mais les cours d'éducation syndicale qu'on a commencé au local de Montréal, on va commencer ça vraiment zéro. Hein? On s'est mis à développer des cours sur comment représenter leurs membres, comment jouer leur rôle, comment faire du grief, comment faire le plainte, comment nous envoyer le matériel au bureau, ainsi de suite. Et puis ça a créé là, un climat de confiance. On était vraiment très exigeants pour les membres. Les fins de semaine, ils siégeaient le matin, l'après-midi, ils ne pouvaient pas le soir. Parce qu'on faisait pareil. Hein? Ça, je dois dire que vous étiez dur pas mal. Moi, j'ai commencé à cette époque-là. On avait créé une espèce de fierté oui. D'être comme ça. Et les gens venaient, puis ils s'attendaient à ça, mais en plus, ils n'auraient pas accepté que d'autres le fassent. Mais il y avait des bonnes raisons. C'est que les conseils régionaux qu'on a fait par la suite, pré-congrès, les conseils régionaux pré-convention collective, je pense que les membres, les délégués s'apercevaient qu'on leur amenait les résolutions qu'ils nous avaient proposées en Assemblée, puis que c'était ramené, puis de négociation en négociation, ils voyaient les gains qu'on allait chercher. Ça nous aidait beaucoup à avoir cette discipline-là dans les fins de semaine, parce qu'ils y croyaient. Tant et aussi longtemps que les gens ont la foi dans leurs demandes, ils ont la foi aussi dans les actions qu'il faut qu'ils entreprennent pour y aller. On voit ici 3 professeurs là, oui. avec les élèves à côté. Ah, c'est Saint-Donat, ça. Saint-Donat. Ah oui, oui. On voit Clément Morel. C'est ma courte période avec oui. Les grands favoris de l'époque aussi. Ah, Mme Lebel à la table là-bas, on vous voit, là. Non, commencé, là, bien sûr. Mme Lebel, c'était quasiment un bon gars de la construction quand il venait le moment des grèves. Parce que quand elle se levait dans son département pour dire
aux surveillants, enlevez-vous de là, c'est mes femmes, touchez-y pas. Oh oui, oh oui, oh oui. Là, il a fait ça, vous, madame? Oh oui, j'ai fait. Oh oui, je l'ai fait. Quand surtout, il y avait des petites personnes qui rentraient, des jeunes, là. Et puis, à un moment donné, il y avait des jeunes qui venaient me voir. Ils ont dit, Madame Lebel, ils ont dit, ça a l'air, faut que je sorte avec ou quelque chose de même. Comment ça? Je n'ai pas de question, voyons donc. Là, je faisais une assemblée, là, je mettais tout le paquet, là. Puis je disais, il y a des femmes ici, là, qui sont provoquées parce que les hommes disent qu'ils veulent sortir. Dans ce temps-là, c'était comme ça. Sortir, dites-moi les, moi, je vais le dénoncer à la prochaine assemblée. Quand je sortais, là, les hommes, là, ils faisaient attention. On parlait tantôt d'un autre grand événement qui est arrivé tout de suite après, qui était le conflit des gars de La Panne en 1970. C'était une période d'effervescence, c'était les mesures de guerre en même temps. Alors, Trudeau s'en est permis pas mal aussi à cette époque-là. Comment ça s'est vécu à Montréal, ce conflit-là? Pour nous autres, au départ, c'est un conflit. On avait cette mentalité que s'il y a des travailleurs qui décident de faire la grève, pour nous autres, on n'a pas à se poser la question pourquoi ils sont en grève. S'ils sont en grève, il y a sûrement de bonnes raisons. On est là comme solidarité syndicale. Mais à un moment donné, dans le temps d'une fin de semaine de Pâques, on reçoit un beau télégramme, Jean-Claude puis moi, que si on continuait à appuyer les gars de la PAM, Jean-Claude Perrault et Marcel Perrault ne feraient plus partie du syndicat des postiers. Ils nous enlevaient notre titre de membre, donc on ne pouvait plus être officier. D'ailleurs, il y avait un rapport secret du gouvernement fédéral qui disait qu'il n'était pas question de donner une accréditation aux gars de la PAM, que ça pourrait être dangereux parce que la section locale de Montréal du syndicat des postiers pourrait demander une unité nationale, une unité locale de négociation. Alors, il craignait, le syndicat des postiers, au niveau de la section locale, que si les gars de la PAM décrochaient des unités à part, que nous autres, on pourrait demander la même chose dans notre syndicat. Ils nous suivaient de très près, le gouvernement. Ce qui est quand même extraordinaire, les gars de la PAM, les camionneurs du transport postal, c'est un groupe de la CSN. Puis ils ont été appuyés par les postiers et les facteurs, qui étaient un syndicat de la FTQ. À l'époque, tu te souviens, il y avait souvent des querelles entre la CSN et la FTQ, mais dans ce dossier-là, puis dans d'autres, il faut le dire aussi, le syndicat des postiers a toujours eu une attitude d'unité syndicale. Puis je regarde André, même aujourd'hui, ça continue. Et dès cette époque-là, peu importe que ce soit CSN ou n'importe quoi, c'était des gens qui se battaient. Et puis les postiers puis les facteurs sont embarqués derrière, puis les appuyer. C'est quand même exceptionnel. Moi, je suis parti du local de Montréal en 1971, mais c'était mes plus belles années. Vous remarquerez Roger Messier, à gauche, Ah oui, rangé. il faut le savoir. Bien, il est délégué à ce moment-là, lui, au Journaux Conny, si je me souviens bien. Oui, exact. C'est Saint-Donat en conférence régionale pré-congrès. Ah, c'est toi, ça, Marcel? C'est ça. Le jeune en avant, là, un peu Le plus plus jeune en avant. Puis ça, c'est justement le congrès de 71 dont on parlait tout à l'heure, qui a vraiment été le départ là, pour bâtir le syndicat là, tel qu'on le connaît. Là. 74 était plus fort, 77 était encore plus fort, mais 71, c'était vraiment... C'était le point... Ah oui, le point tournant. C'est là qu'on a eu un poste de délégué syndical national. C'est là que Jean-Claude est parti pour s'occuper du grief, spécialement à Ottawa. Ottawa, c'est en 71, Oui, c'est parti? c'est en 71. J'avais juste de prendre ma barbe, ça faisait pas longtemps. Ensuite, à la fameuse grosse tempête de neige du siècle au Québec, le 3 mars, 4 mars. Ah oui, elle était pleine de glace, c'est fini, plus jamais. Et puis Jean-Claude à Ottawa, l'influence de la région de Québec doit être très forte. Alors, toutes les négociations qu'on a préparées, tout le travail de déchiffrage qu'on a fait, puis qu'on va continuer à faire dans les conseils régionaux, puis ça va donner des résultats autant dans les statuts du syndicat que... Première négociation qu'on est ensemble tous les deux, première demande à la table de négociation, on parle avec notre comité de négociation, c'est tous des anglophones, excepté nous deux. On dit, on va avoir la traduction simultanée à la table de négociation. On se présente à la table de négociation, on demande la traduction simultanée, ils nous disent non, et puis qu'il n'y en était pas question. On retourne dans notre caucus, on en parle encore avec nos gens. On leur dit, nous autres, qu'on allait tous les deux parler en français seulement à partir de ce moment-là. On savait que personne de l'autre côté parlait français. Donc, on s'en retourne à la table, moi et Marcel, on se met à parler en français, pour expliquer nos revendications, tout ça. Ça n'a pas été long, ils ont demandé un journaliste. On a eu la traduction simultanée, puis ça nous est resté après ça, toutes les négociations.
Alors, l'administration des postes a continué de mettre en œuvre des nouvelles technologies sans tenir aucune consultation avec le syndicat. Et puis, vous vous rappellerez peut-être qu'il a fallu 42 jours de grève à ce moment-là pour obtenir la sécurité d'emploi en cas de changement technologique. Moi, je pense qu'on a vu la mécanisation venir. En 1975, on n'a pas manqué notre coup. On s'est tout de suite assuré d'au moins d'avoir des protections pour les membres au point de vue de la technologie. Un article qui, même aujourd'hui encore, nous est utile. Un des faits qui a aggravé le conflit en 1975, ça a été l'intervention du ministre des Postes à l'époque, qui s'appelait M. Bryce McKessie. M. McKessie avait décrit les membres montréalais du syndicat, et puis je me souviens très bien de ses paroles, c'était comme des enfants de chiennes de paresseux qu'on ne peut pas faire travailler. On voit justement sur la pancarte l'Assemblée de 75 au Palais du Commerce où il y avait à peu près 4000 membres. C'était tassé, tout le monde se rappellera du Palais du Commerce. Ah oui, c'est très, très plein. Et 51 pour. Quand j'ai eu le résultat du Ça, c'était toute une assemblée. C'est une des plus grosses assemblées dans toute l'histoire du syndicat. C'était ma première grosse assemblée syndicale. Oui, le 75, André, c'est la première convention collective qui englobe et les pleins temps et les temps partiels. Il y a des gros changements. Puis c'est là que les bénéfices proportionnels pour les employés à temps partiel, on les obtient tous. Et puis on s'est en allé vers l'ancienneté universelle. Mais il faut dire que la grève a été très dure au national. Il y avait des endroits comme Toronto là, où il y avait de la difficulté parce que les exécutifs n'étaient pas d'accord. Il y avait d'autres membres qui nous aidaient, par contre. Là, pas le cas, mais... le problème, c'est tout. Ah oui? L'Ouest, pas à cause des membres, à cause de certains dirigeants dans l'Ouest qui avaient toujours peur. Les membres vont tourner travailler, ils vont traverser les lignes de pitage. Ça n'arrivait pas. C'est ça qui me choquait. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est seulement 10 ans après 65. Oui. C'est pas encore beaucoup. Il y a pas Moi, de Toronto, qui a toujours eu de la misère, qu'on a toujours entendu que un local de Toronto, ils n'ont jamais manqué une grève, ils ont toujours été là, ils ont toujours eu des grosses lignes de piquetage tout le temps, justement, parce que c'était pas facile dans le local. Et finalement, en 1974, ils avaient été premiers à sortir pour appuyer. On les a toujours eu avec nous autres, malgré tout, mais ça paraissait toujours le local faible, alors qu'en réalité, c'était pas là qu'il était. C'est tellement gros. En octobre 1978, Pierre Elliott Trudeau a fait adopter une loi spéciale dès la première journée de la grève, et cette loi-là prévoyait de fortes amendes pour les syndiqués et leurs dirigeants. Et Fernand Daou, à l'époque, qui était secrétaire général de la FTQ, avait déclaré qu'il n'existait pas de prison assez grande pour contenir tous les postiers et ceux qui les appuyaient. Il y a aussi la CSN et puis la CEQ qui avaient dénoncé cette loi spéciale-là puis donné leur appui aux grévistes. On s'est retrouvés avec, après 18 mois de négociations, puis de conciliation, puis de médiation, on s'est retrouvés avec notre loi de grève. Puis la première journée, ils introduisent une loi au Parlement. Alors, ça leur a pris 3 jours pour la faire passer. Entre-temps, on a eu la chance de se réunir, de se parler entre nous autres. Mais déjà, à mon idée, on ne pouvait pas, c'était impossible de retourner au travail. Si on faisait ça, c'était fini, nous autres. On a gagné en 1975 une grève de 42 jours avec une bataille contre Bryce McKessie, puis 2 batailles. On allait en 1978, tout par ça, c'était pas acceptable. Quand même la rappeler pour l'histoire, alors il y a des mandats d'arrestation qui ont été émis contre Jean-Claude Parot et 8 autres dirigeants du syndicat pour outrage au tribunal. Ouais. Puis il a été condamné à 3 mois de prison, puis il a purgé sa peine. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a au moins 1000 membres du syndicat qui ont été suspendus pendant ce conflit-là, et il y en a 12 qui ont été congédiés. C'était une période difficile. Comment tu as vécu ça? Ça a été... Moi, je n'ai pas trouvé que ça a été difficile. C'est drôle à dire. Ta famille, peut-être? Au contraire, la famille a trouvé ça dur. Mais disons que je ne parle pas seulement de la prison, je parle aussi de ce conflit-là, la 3e journée, là, juste avant qu'il passe la loi.
le soir, là, quand on a pris notre décision, dans la journée, je me souviendrai toujours de ça. Moi, c'est pour ça que je dis que ça n'a pas été difficile. Il y a un président d'une section locale en Ontario, dans ce cas-là, à peu près 80 membres. Il me téléphone l'après-midi, il dit « Jean-Claude, je veux juste que tu saches, si on décidé de défier la loi ce soir, il dit dans mon local, il dit moi je vais être avec vous autres, mais il dit tous mes membres vont être retournés au travail. » Fait que j'ai dit écoute, je vais te dire quelque chose. Ça m'est venu tout de suite. Rappelle-moi demain à même heure. Et puis le soir, on a pris la décision. J'avais des officiers de l'exécutif qui disaient les membres vont rentrer. J'ai dit attendez. J'ai dit là on s'en va pas annoncer. En anglais, ils ont l'expression washer. Ça veut dire on s'en va pas là, prétendre qu'on n'est pas en grève, mais qu'on est en grève, tout ça. Là, il va falloir être très clair. Là, on fait la conférence de presse ce soir, annoncé. Il n'y avait pas d'à côté. Hein? On l'a annoncé tout de suite. Il y a 2 lois devant nous autres. Une qui est injuste. L'autre, c'est la loi qui régit les relations de travail. C'est celle-là qu'on va suivre. On reste en grève. Il n'y a pas eu un scab à travers le pays. En plus de ça, le type il m'a rappelé le lendemain, il dit Jean-Claude, tu ne peux pas savoir, si tu me voyais, il dit je vole. Il dit non seulement les maudits, ils ne sont pas retournés au travail, mais ils sont là sur la ligne de piquetage avec moi matin. J'étais convaincu moi, que si on prenait le taureau par les cornes, que les membres suivraient. Puis ça a été ça. Les membres ont suivi partout. On n'a pas eu un problème nulle part. Ce qu'on a fait tout de suite en revenant au travail, on a tout de suite adopté un programme d'action nationale. Puis le Québec, Montréal, entre autres, est très fortement impliqué dedans. Un programme d'action nationale, la façon de rédiger les griefs, la façon... tout y a passé. Il n'y avait pas rien qu'on ne touchait pas. Alors, à tous les jours, les membres se voyaient rappeler tout le temps, que le conflit n'était pas fini, que la lutte continuait. Je pense que nous autres, il n'y avait qu'un objectif, c'était celui de pouvoir négocier un à un et d'aller chercher des protections des conventions collectives. On n'a jamais cru que l'employeur qui s'appelle Société d'État ou qui s'appelle le ministère ou qui s'appelle d'autres choses va devenir un employeur modèle tout d'un coup. Les employeurs, c'est des employeurs, comme on disait, puis ce sont toujours des employeurs. Alors pour nous autres, il fallait avoir un mécanisme qui nous assurait au moins de pouvoir négocier des protections pour nos membres puis aller chercher des gains pour nos membres. Alors au départ, ça, je pense qu'on a été chercher ça. Et puis, c'est le rôle qu'on a joué maintenant, c'est s'assurer d'utiliser l'instrument qu'on a pour continuer de toujours bien protéger nos membres. Tu peux pas prévoir que tu vas avoir une job demain puis dire, bien, les dirigeants, on les paye, bien, qu'ils s'arrangent. Nous autres, on n'a pas pensé ça quand on est arrivé. On est arrivé, puis on a dit, oui, on veut faire quelque chose, mais on veut que vous soyez avec nous autres. Puis c'est un peu pour ça, tu dis que la discipline était peut-être sévère un peu. Les conseils régionaux, les conférences, l'éducation syndicale, mais elle a porté fruit. En combattant pour elle, la classe ouvrière apportera un ordre nouveau sur la terre. Coude à coude, restons unis, prolétaires, c'est l'union qui nous rend forts. Les postiers, c'est un des syndicats les plus militants de toute l'histoire de la FTQ. Peut-être pas le plus populaire partout, à cause des conflits qui se sont venus, mais comme dit Louis Lamerge souvent, on n'est pas là pour se faire aimer, on est là pour se faire respecter. Je pense que la bataille que les postiers ont faite au cours des années, ça a amené le respect de ces gens-là qui travaillent au poste. À chaque ronde de négociation, on se regarde. On a toujours cherché une trouée pour un groupe. On a toujours été chercher quelque chose pour un groupe minoritaire. On a toujours été chercher des gains pour tout le monde. Solidarité, mes frères et mes sœurs. Solidarité, mes frères et mes sœurs. Solidarité, mes frères et mes sœurs. Ensemble, nous vaincrons une autre fois. Solidarité, mes frères et mes sœurs. Solidarité, mes frères et mes sœurs. Solidarité, mes frères et mes sœurs. Ensemble, nous vaincrons. Hey, bravo!
notre slogan, la lutte continue, là. Ah, il est Elle encore là. sera toujours vrai. Il est encore là. Ça n'arrêtera jamais. Parce que la minute que tu t'endors, les employeurs en Puis profitent. tout le monde ajoute sa petite pierre à l'édifice.